Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la trilogie chez Tristan. Visite de l'abonné. On va partir sur la première partie des vidéos, c'était sur les Morelia Spilota. Et là on va partir sur une petite deuxième partie qui est le Morelia, tout simplement. Et aujourd'hui on va vous montrer le Morelia Bradley. Bradley, comment on dit? Bradley. Ouais, Bradley, c'est ça. Bradley. Du coup, Tristan, je te laisse présenter ta petite merveille. Que j'ai un petit coup de cœur du coup pour le Bradley. Et maintenant que je l'ai vu en vrai, je vous avoue, je sais pas si vous avez vu du Bradley, mais c'est beau. Il faut le voir en vrai. Puis il faut voir en vrai un spécimen qui a déjà entamé son changement orthogénique. Ah, ils ont un changement orthogénique? Oui, ouais, tous les Morelia de toute façon. Et D'accord. beaucoup de serpents. Mais à la base, ils naissent comment? En fait, tous les Morelia naissent pas très jolis, pas très colorés. En magasin, chez Reptiling, on avait fait la formation, je voyais les petits qui étaient arrivés et c'est vrai que je me rappelais que comme elle, quand je l'ai eu, c'est pas très joli quoi, c'est un manque de couleurs et puis après ça prend des couleurs bien ocre. Ouais, je sais pas si vous voyez sur les vidéos, fais voir si tu me permets. Allez hop. Que je kiffe un peu le Bradley. Ça, franchement, c'est des belles bêtes. je vous laisse regarder un petit espèce. peu. Ça fait 2,50 en moyenne, 2,20 ouais, c'est en moyenne. des Morelia qui deviennent grands. Après, il peut y avoir comme toujours des exceptions qui deviennent plus grands. Je sais pas si la lumière est à son avantage sur la caméra, mais là moi au niveau de la couleur, c'est super beau et en dessous du ventre, je sais pas si on va y voir. Je sais pas si vous voyez là, c'est un peu plus orangé. On se régale. Ouais, on se régale. Franchement, moi les amis, je me régale. Je vais vous montrer sa petite tête. Elle a les yeux vachement clairs par rapport aux autres Morelia, je trouve. C'est ça. Les autres Morelia Spilota. Ça vient en centre Australie, c'est pas comme le Varigata qui vient en centre Papouasie. C'est ça. Le centre de l'Australie. Comment il appelle ça? Nicolas Issard avait donné le nom. Le bush australien. Hein. Peut-être, et c'est plutôt des roches du coup qui rappellent cette couleur. Ouais, la terre est rouge, la terre est assez rouge. C'est plutôt des terres rouges. Du coup, ils se sont adaptés un peu à cette couleur ocre. C'est de l'ocre? Ouais, c'est ça. Ouais, un peu rouge ocre. Je sais pas si ça le rend bien à la vidéo, parce que là, la lumière que vous avez, c'est la lumière du jour. Le décor rocheux est assez rougeâtre aussi là-bas. Voilà, c'est plutôt rougeâtre. Je sais pas si vous voyez la tête. C'est une espèce sympa pour débuter parce que c'est assez résistant comme Morelia, parce que ça vit dans c'est la zone la plus chaude, entre guillemets, une des plus chaudes d'Australie. Australie, ouais. Et ça vit vraiment dans des zones parfois assez arides. Et ça supporte très bien ça, avec des baisses de température la nuit quand même. Ouais, au niveau des maintiens, ça se maintient un peu comment au niveau des chaleurs? Point chaud. Après, point chaud, il n'y a pas, comme toutes les espèces. Comme les autres Morelia Spilota. Moi, ce que je fais chez moi, de toute façon, c'est que toutes mes espèces, quasiment, à part les boas qui sont très thermoconformistes, il faut éviter de trop chauffer. Je leur mets un point chaud sans chercher à avoir un point particulier. Je mets juste un terrarium, j'aménage juste de façon à ce qu'ils puissent avoir le choix en fait. Ouais, donc, avec plusieurs gradations de température. À presque 40 en point chaud. Sauf que j'ai des branches à 30, 32, 28, 26, en fonction de la température ambiante de la pièce quoi. Ouais, tout dépend de la température ambiante de la pièce et que... C'est ça qui fera le point froid et puis la température la plus chaude, ça sera ce que la lampe donne et des fois pour passer de trop chaud j'incline un peu la lampe, voilà. Et puis je constate que mes Carinata, mon Spilota Spilota, ils sont très souvent à 38, 37 et ils y restent, donc c'est que ça leur plaît. Ouais, bah c'est sûr, de toute façon, les serpents, ils vont au point chaud quand ils ont besoin de chaud et ils vont se rafraîchir quand ils ont besoin de frais. Exactement. Et ce qui est important, je pense aussi, c'est de leur offrir vraiment une vraie graduation de température dans le terrarium et qu'ils puissent, vraiment de l'eau propre. Surtout de l'eau propre, voilà. Et qu'ils aillent faire leur petite vie, à s'adapter comme ils ont envie au niveau des températures. Et alors que la Bradley, elle était beaucoup plus généralement aux alentours de 28-30 degrés. Tandis que les deux autres étaient tout le temps en dessous de la lampe chauffante. Les deux autres, c'est le Carinata. Voilà. Parle avec une température un peu plus élevée par rapport à du Morelia Carinata, peut-être Spilota aussi. Ouais. Et la Bradley, elle par contre, je constate qu'elle est généralement aux alentours de 28-30 degrés. Elle fuit un peu la chaleur. Après, ça peut être d'un spécimen à l'autre. C'est ça. Parce que nous, il y en a qui craignent le chaud, il y en a qui craignent le froid. Carrément. Ils sont tous uniques, il n'y a pas un serpent qui est pareil. Le Bradley, je sais pas si vous en avez déjà vu en vrai.
Moi par contre c'est vraiment une vraie découverte aujourd'hui aussi du Bredli. C'est doux. Je découvre plein de... T'as vu, la peau est douce quand même. Et la peau est super douce comme le Spilota qu'on a vu dans le premier épisode de la vidéo. Où franchement c'est vachement doux. Moi j'ai le Chenei. Et le Chenei c'est plus rugueux quand même. Et plus accentué sur la ventrale. Là c'est vraiment doux comme du velours. Le Chenei, vous passez votre doigt comme ça, vous sentez un peu comme ça. Là c'est vraiment doux et puis cette tête et vraiment cet œil clair que j'adore en fait. Ça a les yeux, je sais pas si vous allez bien y voir dans la caméra, mais ça a les yeux vachement clairs par rapport au Chenei ou au Variegata. Ça a un peu les yeux du Carinata au niveau de la couleur. Mais le Carinata c'est juste après, il faut pas partir de la vidéo. Si vous voulez voir du lourd, faut rester pour le Carinata. Tristan, dis-leur. Faut rester. Faut rester jusqu'à la fin des vidéos. Les amis, je vous invite à vous abonner sur la chaîne de Tristan Reptilibre et sur son compte Instagram qui est Tristan Fagion, c'est ça? Il faut s'abonner à la chaîne d'Alex. Et abonnez-vous à la chaîne bien sûr. Et comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne comme d'hab les amis. Hein. Et je ne vais pas changer la phrase, hein, je compte sur vous pour faire évoluer la chaîne et puis qu'on puisse visiter d'autres élevages avec des loulous super sympas. Renseignez-vous aussi sur tout ce qui est plus technique chez les professionnels qui maintiennent, ces espèces depuis 20 ans. Disons qu'en plus il fait des vidéos tellement... Ils sont techniques, ils sont vachement techniques et précises. Faut pouvoir tout retenir. Ouais, c'est surtout ça en fait. Et puis je vous laisse profiter encore un petit peu du Bredli et puis on va passer à la deuxième surprise, du coup le Carinata qui a été dévoilé. Le Bredli les amis, pour passer dans cette deuxième vidéo qui est du coup Morelia Bredli et ça sera Morelia Carinata. Première partie Morelia Spilota et la troisième partie, il va falloir attendre la troisième partie. Les amis, on enchaîne avec le Carinata, exceptionnel. Tristan va nous en parler parce que le Carinata, on ne peut pas l'avoir tous à la maison. Carinata, les naissances sont très rares en France encore, en captivité, et on espère que ça va être plus accessible à tout le monde. Ouais, j'espère que cet hiver ça marche. Tristan a eu la chance d'en avoir et on va vous les présenter dessus. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la deuxième partie de cette deuxième vidéo, le Morelia Carinata les amis. On n'en a pas un mais deux. Voilà. Morelia Carinata. Plus proche par un du Morelia viridis génétiquement. Ouais, et même physiquement. Parce que je sais pas si vous pouvez remarquer la démarcation de la tête. Je suis complètement d'accord avec Tristan. Même le corps, hein, même le corps, franchement, ça nous fait penser, ça me fait penser aussi à un viridis marron, caréné. Et l'écaillure est vraiment carénée. Morelia Carinata qui porte bien son nom. Ils sont hyper à l'aise dans les mains, dans les branches. Ouais. Tout le temps lové sur leurs branches. Ça c'est. Donc voilà, c'est le python. Le python le plus rare au monde en captivité et dans la nature. Voire le python le plus rare au monde parce que c'est la densité dans la nature est très faible. La petite histoire, c'est John Weigel donc, qui est parti à la recherche, qui est parti les chercher dans la nature, donc en Australie, qui a obtenu des permissions pour pouvoir en prélever. Et sur une bonne dizaine d'années, enfin plus d'une dizaine d'années, ils ont trouvé une poignée, quoi, même pas. Ils ont pu garder quelques mâles. Et c'était toujours sur des coups de chance. Sur des coups de chance, voilà, ils ne s'attendaient vraiment pas. Parce que quand ils cherchaient, ils étaient désespérés, et ils disaient on va pas en trouver. Et au moment où ils ne s'attendaient pas, hop, ils en trouvent un par terre. Dessus. Voilà. Au début, ils sont arrivés sur l'île. Et ils avaient plus assez de provisions, il a fallu attendre un bateau. C'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup en captivité, c'est parce qu'il y en a eu peu, il y a eu très peu d'autorisation d'en trouver, et puis surtout d'en récupérer, et puis surtout ça a été très dur de les trouver. Ouais, bah ouais, c'est clair, c'est ça qui fait leur rareté du coup. Si on regarde la couleur déjà dans la nature, en Australie, on essaie de se visualiser un peu l'Australie, le paysage que c'est. Un serpent marron, on le voit pas forcément. Non. Avec la densité des forêts, du biotope, voilà. Un serpent comme ça. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup physiquement au viridis.
L'écaillure, je sais pas si vous verrez les amis. C'est très caréné. C'est très caréné. C'est du d'où le nom, Morelia carinata. D'où le nom Morelia carinata, ouais, carrément. Et je sais pas si vous allez voir. Le nom vernaculaire, c'est python avec écailles rugueuses. Parce que c'est rugueux. Ouais, c'est du vrai papier à poncer en vrai. C'est ça, ça on fait dirait un peu pitch office, mais un peu plus prononcé. C'est ça, ça fait un peu comme le pitch office au niveau du toucher. Et c'est des excellents mangeurs, comme tous les Morelia. C'est... ça peut être assez vif. Par rapport à d'autres Morelia. En main, c'est quand même assez actif. Parce que les Morelia, c'est assez actif. Ils sont hyper à l'aise, vraiment. Quand ils s'accrochent, c'est vraiment hyper arboricole. C'est du viridis marron. Ouais, c'est ça. Un viridis qui est resté trop longtemps au soleil. C'est un coup, c'est possible que il a fait du bronzage. C'est ça. Ça a été les vacances pour le viridis, du coup c'est devenu un carinata. Mais par contre le viridis, je pense pas qu'il soit caréné. Non. Ouais. Non. Au niveau de l'écaille. Je crois qu'ils ont quand même, ils doivent peut-être avoir la peau assez douce. J'ai jamais touché de viridis, j'espère en toucher un prochainement. Là dans ma main c'est une femelle qui a, tu m'as dit que Tristan 5 ans, et lui c'est un mâle de 3 ans qui vient de chez Reptiling. Et celle-là elle vient de chez Kelsey Pritch, One More Reptile pour ceux qui connaissent. Et donc d'un éleveur anglais. Celle-ci vient d'un élevage anglais, celle-ci vient de chez Reptiling. Alors ça vient peut-être aussi d'un éleveur anglais. Je crois qu'il n'y avait pas encore eu de reproduction en France, à part Kelsey Pritch qui a eu une femelle là, qui a eu des petits, qui a eu des œufs. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas encore très courant, mais ça va devenir de plus en plus courant parce que de toute façon, les gens sont intéressés, et puis c'est un python qui se reproduit très bien. Ouais, et puis de toute façon, c'est ton projet de le refaire reproduire en captivité chez toi, les Morelia carinata, c'est pour ça que tu as un couple. C'est ça. Puis après, j'en garderai de la portée un autre couple. Après, comme je voulais vous montrer, au niveau des yeux, je sais pas si je vais arriver à vous montrer, ça fait un peu comme les yeux du Bradley, super clair. Si j'y arrive, essaye peut-être Tristan, toi, si tu arrives mieux avec le tien. Je sais pas si vous voyez la couleur des yeux, c'est vachement clair comme le Bradley du coup. Ouais. Par rapport aux Variegata et aux autres Morelia qu'ils ont l'œil plus foncé, je trouve. Ceux-ci, ils ont vraiment des petites billes grises comme le Bradley, super beau, avec une tête. Je sais pas si vous voyez la démarcation de la tête. Je sais pas si j'arriverai à vous tenir sa tête pour voir la démarcation. Et ça, adulte, ça dépasse pas les 1m60. Ça a des têtes vachement démarquées. Je sais pas si vous arrivez à voir, peut-être comme ça. Là, on est sur du 1m30, 1m60 par là. Ça peut peut-être le dépasser un petit peu, mais c'est. Ce qu'on a pu voir, c'est pas très courant. Celle-ci, elle est déjà adulte. Et elle fait un bon 5, elle fait bien sur 1m40, ouais, facile. Facile. Oui, ah ouais, facile, même 1m50. Parce que de ma main à l'épaule, c'est 1 mètre, imagine-toi. Parce que il fait le double. Pas le double, mais. Ouais, pas loin. Tu vois, comme ils font les vendeurs de tissus là pour mesurer. Hein ouais. Bah, du coup, la longueur entre le bras et le doigt, c'est 1 mètre. Quand ils nous vont mettre le tissu. Morelia carinata, les amis. Ça, c'est un couturier. Voilà. Ça, c'est des bêtes dont je suis pas peu fier. Ah, ça, tu peux en être fier. Hein. Déjà, en captivité, c'est pas courant. Ouais. Pourtant, c'est simple à maintenir. Hein. C'est assez résistant. C'est pareil que les autres Morelia. Bah, en fait, maintenant, c'est la maintenance du Bradley. Quoi. Ouais, non. Sauf que c'est plus arboricole. Bah, en fait, tout simple. Moi, comme tous les autres Morelia, quoi. Ouais. Bah, adulte, un 80 par 80 de haut, 80 de long, 60 de large, ça suffit largement. On peut même mettre. Après, il y a d'autres tailles, mais bon. Oui, après la taille. Je préconise quand même un peu de quoi grapper, quoi. Surtout. Ouais. Bah, si tu me dis qu'ils sont vachement arbores, comme moi, ma chenille qui est vachement arboricole, je l'ai jamais vu au sol. Moi, au début, je l'avais maintenu. Ça, c'est typiquement arboricole, quoi. Oui, quand j'avais maintenu au début, avec pas trop de branches. Pas suffisamment de branches ou pas. J'avais mal aménagé le terrarium, il stressait vachement par rapport à la manip, l'approche et tout, parce qu'il était au sol. Alors que quand ils sont en l'air, ils ont beaucoup moins d'appréhension. Ouais, ils se sentent mieux. Ouais, et puis c'est plus simple d'aller chercher par en dessous, quoi. Ah, pour aller chercher par en dessous, ouais, pour éviter de l'effrayer, c'est sûr. C'est ça. Bah là, les amis, c'est kiff total, hein, carinata. On n'en voit pas souvent. Même sur les vidéos, la seule vidéo où j'ai vu un carinata française, c'était la vidéo de Gupsy Reptile.
qui avait fait une vidéo sur les Morelia et qui nous avait présenté assez rapidement le Carinata, qui était énervé sur la vidéo. Tu vois la particularité, ils ouvraient la bouche, ils savent déboîter la bouche. La vidéo. Ouais, alors ça, il y en a qui... C'est la seule vidéo française que j'ai vue de présentation de Carinata. D'ailleurs, depuis ça, on m'a souvent dit la spécialité du Carinata, c'est quand il est stressé, pour intimider, il ouvre la gueule. Pour se doubler de volume. Je l'ai pas vu. Ça, en fait, sur cette vidéo, je te la ferai voir tout à l'heure, je sais pas si tu l'as vu. C'est la seule vidéo française où j'ai vu du Carinata. Moi j'ai jamais eu ce problème-là parce que de toute façon. Ouais, t'as jamais observé toi personnellement Lui il était craintif et il était plus dans taper des petits coups comme ça, taper, mordre, hein, mais taper plusieurs fois que bluffer, ouvrir et souffler. Ouais, voilà. Et puis maintenant il est parfaitement calme. Ouais, c'est toi personnellement dans ton maintien, tu les as jamais remarqué faire ça, quoi. Mais c'est quand même exceptionnel. Quand on les voit pailler, c'est exceptionnel. Bah, le live qu'on avait fait ensemble. Ouais. D'ailleurs, t'avais fait une capture. Je sais pas. Si tu me l'avais envoyé, je te l'enverrai. Peut-être. Avec le Carinata mâle qui baillait, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais, c'est impressionnant la bouche qu'ils ont. Quand il ouvre complètement. Ce qui aurait été bien, ça aurait été de voir les dents que ça a. Ouais, les amis, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta. On fait souvent des lives avec Tristan et d'autres. Ouais. Histoire de passer un beau moment et échanger sur les reptiles. Là, Tristan a vraiment une chance exceptionnelle d'en avoir deux de Carinata. Une femelle que j'ai dans ma main, il a un mâle avec 2 ans d'écart, on voit les différences quand même, le dimorphisme sexuel. Il y en a pas, il est pas mal chez le Carinata, pardon, je trouve, par rapport à d'autres. Ouais, j'ai l'impression. T'as l'impression aussi, parce qu'il y a quand même que 2 ans qui les épare, et on voit vraiment que, ok, en 2 ans, ça peut prendre beaucoup, énormément en taille et en poids, mais là le mâle il est tout petit à côté. Mais ils ont que 2 années de différence. Et puis avoir ces bêtes exceptionnelles comme le Carinata en captivité chez toi. C'est toujours un plaisir. Et de les manipuler. Il y a une autre petite chose sur le Carinata, c'est c'est le python non venimeux qui a les dents les plus longues. Ouais. Proportionnellement, parce qu'un python réticulaire aura forcément des plus longues dents. Proportionnellement à sa taille. Mais en fait, il y en a qui disent encore, qui disent que c'est par rapport à ce qu'ils mangent des oiseaux ou quoi. Mais en fait, bon, alors il faut savoir que de toute façon, tout serpent dans la nature est plus ou moins sujet à manger les oiseaux tombés du nid. C'est ça, parce que les serpents, il ne faut pas oublier qu'ils sont opportunistes. Voilà. Après, maintenant, de là à attraper un oiseau, attraper des oiseaux comme ça, il n'y a pas énormément de serpents qui le font parce que, mine de rien, il faut attraper l'oiseau. Ouais, ça va vite, c'est très rapide. Ça a très bon réflexe. Alors, même s'ils sont des snipers. Généralement, les couleuvres, les grandes Tainuria qui vivent plutôt dans les grottes, tapent des chauves-souris en plein vol, mais après c'est différent parce qu'une chauve-souris, elle établit un circuit un peu, c'est comme un circuit de voiture, elle tourne sur des cercles bien définis en fonction des ondes qu'elle perçoit, donc c'est facile de la taper en plein vol si on se concentre bien ou quoi, parce qu'elle fait les mêmes cercles, alors qu'un oiseau, il a une bonne vision, un oiseau a un vol réflexe. Un vol différent. C'est ça. Et donc le Carinata en fait, et les serpents en général, généralement quand ils ont des longues dents, c'est pas tellement pour manger les oiseaux, c'est surtout, on s'est aperçu, au moins pour les Morelia, c'est que en Australie il y a beaucoup de rats des rochers, et ça Nicolas Isard l'expliquait dans les vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de rats des rochers qui ont la faculté en fait de perdre leurs poils, de perdre des gros souffles de poils en fait quand ils sont saisis pour s'échapper. Donc ça permet en fait d'avoir des longues dents pour pouvoir rentrer vite dans les chiens et pas perdre sa proie. Parce qu'en Australie, il n'y a pas beaucoup de rats non plus. En gros, le Carinata, c'est un peu déjà que ce sont des snipers, mais si vous voulez, c'est le sniper équipé. C'est ça. Que tu n'as aucune chance de partir en fait. C'est pour ça qu'ils ont ces grandes dents. C'est une morsure et c'est attrapé quoi. Puis le Morelia viridis, après le Morelia viridis, donc de toute façon c'est des serpents arboricoles, comme le boa canin, le boa émeraude. C'est des serpents arboricoles, donc dans un arbre c'est pas forcément évident d'attraper une proie. Généralement c'est des proies qui sont rapides, qui sautent d'arbre en arbre, qui volent. Oui, avec les feuillages. Il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est ça. Quelle que soit la proie, que ce soit un lézard ou quoi, il se débat sur une branche. Généralement le serpent il se retrouve avec un petit bout de queue accroché à une branche, la proie dans le vide. Faut pas qu'il la lâche. C'est ça, c'est un repas de perdu. Après, voilà. À quand on va passer le deuxième? Parce que vu qu'ils sont. Et puis quand il va réussir à l'attraper aussi, parce que les branches. Vu que les serpents sont opportunistes, ils sont plutôt guetteurs que baroudeurs, ça va dire. Ils savent pas quand il va en avoir une deuxième, autant que quand ils la chopent, ils l'ont. Puis la proie peut le voir. Et puis les Carinata ont développé ça. C'est ça, et puis la proie, même les viridis ou les batésies, les Corallus caninus, les serpents sont bons grimpeurs, mais ils sont pas rapides quand ils grimpent. Alors qu'un écureuil, un rat, un phalangier ou un oiseau ou un lézard est toujours plus rapide dans un arbre, il a des griffes, il peut
Donc la présence de dents longues, ça n'a rien à voir avec les oiseaux, c'est juste pour mettre des chances de tous leurs côtés. Tous leurs côtés pour pas que la proie s'enfuit quoi. Voilà, quelle que soit la proie. Quelle que soit la proie. Parce qu'ils vivent dans des milieux, être un serpent agricole, c'est pas le plus facile quoi. Et puis je pense pas qu'ils se baladent de trop, ils sont plutôt dans leurs petites branches, tranquillou, et attendre, tout simplement. Ce qu'ils sait faire un serpent en général. Ce qu'il disait, c'est que c'était pour les Corylus battesi, c'était assez difficile de les voir, de les trouver, on les observe pas beaucoup dans la nature, pourtant il y en a. Et parce que ça bouge pas, c'est planqué tout en haut la journée et ils sortent la nuit. Quoi, donc, puis comme ils sont verts. Je te laisse montrer un peu le petit, parce que depuis tout à l'heure je montre la grosse. Le petit de 3 ans qui est apte à la reproduction, qui va avoir 4 ans, qui reproduira cet hiver. J'espère qu'il y aura de la reproduction, on espère. On l'espère pour toi, moi aussi je l'espère pour toi mon Tristan. Ouais, c'est clair. Des petits carinata. Des petits amoureux. Et franchement la manipulation c'est top. Ouais, t'as vu. Ils sont vraiment cool. De toute façon tous les serpents de Tristan pour le moment... ceux qui étaient éteigneux, ils ont fini par se calmer. Ouais, et franchement, ils sont bien désensibilisés à la manipulation et c'est un régal. Du coup, je suis en plein kiff, moi je vous le dis. Toucher du carinata, ça va pas être tous les jours. Toucher du spilota non plus. Toucher tous les serpents en fait. J'ai pas ça à la maison à part le chênaier. Puis j'aime bien avoir des serpents qu'on voit pas beaucoup de partout. Ça change quoi. Non, c'est cool. Ça change, ça éveille la curiosité, ça. Puis c'est atypique, ça, voilà. Ouais. C'est vraiment des serpents atypiques, exceptionnels, dans leur prix et dans leur comment dit-on, quand il n'y en a pas beaucoup en captivité. Ouais, dans leur disponibilité. Voilà, dans leur disponibilité, tout ça, et c'est assez rare. Et puis l'histoire aussi, le côté historique, quoi, parce que c'est quand même une espèce qui a été extrêmement difficile à trouver. On est en captivité. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, ça a été trouvé par hasard. Quand il commençait à baisser les bras sur la recherche du carinata. C'est ça. Et c'est ça qui est d'autant plus joli. Et c'est dangereux parce qu'il y a des endroits escarpés, il y a des crocodiles marins, parce qu'il y a plusieurs petites îles, des marécages. Il y a beaucoup de serpents vénémeux en Australie aussi. Ah, pour l'humain, oui, c'est très dangereux. Il y a énormément de serpents vénémeux en Australie, c'est un truc de dingue. Hein. Il y a des partout. Enfin, je crois que plus de la moitié des serpents en Australie, c'est des élapidés, donc ça va vite, hein, c'est la famille du cobra. Donc généralement, la plupart sont très vénémeux pour l'homme. Des venins très actifs pour l'homme, donc surtout quand on est dans un endroit en plus qui est perdu, si on se fait mort en plein milieu de la jungle. C'est ça, on va pas faire du herping là-bas pour aller chercher les serpents, mettre les mains dans des tas de branches et tout, comme ici quoi. C'est clair. On va pas, vaut mieux faire attention, y aller au crochet, prendre son temps et entre temps la bête elle peut filer quoi. Donc, Bon les amis, c'était cette deuxième partie, j'espère qu'elle vous a plu. On va continuer la troisième partie pour le reste des petits loulous de Tristan. Et on continue pour la troisième partie.